Bonjour à tous, bienvenue. Vous regardez BFM Politique, vous nous regardez, vous nous écoutez également sur BFM Business, représenté sur ce plateau par Edwige Chevrillon. Bonjour Edwige. Bonjour Jean-Baptiste. Et le Parisien avec Olivier Beaumont. Bonjour. Notre invité commissaire européen. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Je voudrais commencer avec ce communiqué de Matignon hier soir, 22 h. La France impose une quarantaine aux voyageurs qui viennent du Brésil, du Chili, de l'Argentine, d'Afrique du Sud. Est-ce qu'on a trop tardé à prendre cette mesure ? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut vraiment regarder la situation telle qu'elle se déroule. C'est vrai qu'au Brésil, on a visiblement une accélération de ce fameux virus variant brésilien. Aujourd'hui, il est très peu présent en France, heureusement, et en Europe aussi, du reste, je tiens à le signaler. Donc je crois que c'est le bon moment, effectivement, de prendre ces mesures. Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Est-ce que justement, c'est pas encore une nouvelle démonstration du fait qu'il n'y a pas un front uni sur le plan communautaire au sein de l'Union européenne? C'est-à-dire que c'est une décision française. Est-ce que ça n'aurait pas pu être une décision qui a été prise au niveau européen? Au moins, ça aurait une logique. Non, je rappelle que les décisions de santé, y compris celles-ci, sont des décisions qui sont du ressort des États membres. Oui, non, mais je sais bien. Et donc, nous, on donne une indication, on l'a donnée, elle est suivie maintenant. Je crois que ça va dans le bon sens. Avec les beaux jours qui arrivent, il va y avoir aussi la question des vacances d'été. Nos téléspectateurs commencent à s'y projeter, et nous-mêmes. Il va aussi se poser la question du pass sanitaire. Vous avez annoncé qu'il serait mis en place à partir de la mi-juin, le 14 juin, je crois. Alors, il n'aura pas de caractère obligatoire, oui. Il faut le préciser. Oui. Concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous tiendrez ce délai? Et pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour l'usage de ce pass sanitaire? Alors, ce pass sanitaire, il se déroule en parallèle, évidemment, de la campagne massive de vaccination qui s'accélère. Je crois que le maître mot à retenir, c'est l'accélération. Accélération massive, 100 millions de doses qui ont été distribuées et inoculées au premier trimestre. On va être à près de 400 millions au deuxième. Donc vous voyez, c'est une accélération absolument considérable. Et c'est parce qu'il y a cette accélération, et j'insiste sur le fait qu'évidemment, une campagne de vaccination, c'est évidemment double dose, qu'en parallèle, on peut mettre maintenant ce pass sanitaire en fonctionnement. Donc où nous en sommes? Donc la Commission travaille, et c'est dans mes services que ça se passe, donc sur l'ensemble des dispositions numériques. Donc là, on a une équipe qui est en train de finaliser tout cela. Ce sera donc fait pour la mi-mai. En parallèle, on travaille avec les États membres. Chaque État membre est totalement associé. Et donc, on va pouvoir commencer les premiers tests donc, de fonctionnement début juin pour effectivement, on l'espère, une mise en œuvre mi-juin, fin juin ou plus tard. Est-ce qu'il n'y aura pas des retards possibles dus à la façon dont chaque État membre fonctionne? Par exemple, en France, un passage devant le Conseil d'État, la saisine du Conseil consultatif d'éthique. Est-ce que c'est pas un frein possible? Alors c'est une question importante parce que nous avons décidé ensemble, donc la Commission, les États membres et le Parlement, de proposer ce qu'on appelle un règlement. Ce règlement, donc, il va être voté, il est donc mis en œuvre par la Commission, on vient d'en parler il y a un instant, il va être maintenant voté donc, par le Parlement européen, donc dans les jours qui viennent, et évidemment par l'ensemble des États membres, de façon à ce que ce règlement s'impose à tout le monde, de façon à ce qu'il y ait une harmonisation et pour éviter précisément ce que vous venez de dire, parce que évidemment c'est l'urgence qui prime. Donc le top départ sera donné partout voilà, au même moment, au sein de l'Union européenne. Le seul problème qu'on peut avoir, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on réserve un peu d'argent, donc j'ai réservé de l'argent. Certains États membres qui n'auraient peut-être pas, je dirais, les équipes techniques ou qui n'auraient pas, disons, budgété les moyens. Donc on va intervenir avec des équipes techniques qui seront mises à leur disposition et des moyens aussi qui seront fournis par la Commission pour que tout le monde soit prêt en même temps. Ça concernera aussi les enfants? Ah oui, ça concernera tout le monde, tous ceux qui le souhaiteront. Encore une fois, c'est volontaire. Ouais. Vraiment, il faut le redire à nos téléspectateurs. Il y aura quoi dedans? Alors il y aura 3 éléments principaux. La première, c'est évidemment votre situation par rapport au virus. Donc, est-ce que vous avez été vacciné ou pas? Deuxième élément, est-ce que vous êtes immunisé? En d'autres termes, si vous avez, comme à peu près 7 ou 8% de la population européenne, ce qui est quand même un chiffre très important, contracté la maladie, est-ce que donc vous êtes dans cette situation d'immunité ou pas? Et puis le troisième, c'est pour ceux qui ne sont pas dans les 2 premiers cas, et qu'on demande évidemment, par exemple pour entrer dans un avion, par exemple pour entrer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, dans une salle de spectacle, dans une salle de concert, dans un stade, d'avoir un test antigène ou un test PCR, on vous donnera, de façon alors ponctuelle cette fois-ci, l'état de votre situation par rapport à ce test.
Deux questions précises sur ce pass sanitaire, s'il vous plaît. La première, c'est comment est-ce que je justifierai d'avoir eu la maladie? C'est-à-dire qu'il va me falloir un mot de mon médecin? Oui, bien sûr. Bien sûr, là, vous avez bien entendu. Donc là c'est évidemment pas vous qui allez le dire. Ce n'est pas déclaratif, donc. Ce n'est pas déclaratif, donc c'est vous qui irez à ce moment-là. C'est peut-être un tout petit peu plus précis, donc il y a évidemment la maladie. Et puis, il y aura aussi, si on est porteur ou pas, des anticorps. Donc ça veut dire une prise de sang? Ça veut dire une prise de sang pour ceux qui le souhaitent. Encore une fois, c'est volontaire, hein, donc il faut être extrêmement précis sur ces questions. C'est vraiment, ça concernera évidemment, je le rappelle, hein, pour ceux qui ont eu la maladie, je le répète, hein, c'est 7% en gros de nos concitoyens européens. Évidemment, je dirais, l'ensemble, ça concernera évidemment tous ceux qui auront été vaccinés, et on va vraiment, je le redis encore, accélérer très significativement, ou ceux qui seront porteurs d'un test PCR, évidemment, qui sera négatif, et ce sera indiqué de façon sécurisée à travers un QR code. Il faudra avoir évidemment un papier d'identité pour démontrer que vous êtes bien le bon porteur, disons, de ce document. Un dernier mot pour prolonger la question d'Olivier, puisqu'il parlait des vacances scolaires, effectivement, enfin des vacances tout court, les vacances d'été, les Français ont envie de partir en vacances. Ils ne vont pas laisser leurs enfants, donc les enfants, vous nous dites, sont concernés, sauf que pour l'instant, les enfants ne peuvent pas être vaccinés. Oui, mais s'il faut un test PCR, ce sera indiqué dessus, et ce sera un élément facile. Ou un test antigène. Ce sera donc de façon simple, utilisable par tout le monde et harmonisée. Est-ce que vous conseillez aux Français de prendre leur billet, de faire leur réservation, ou est-ce que vous leur dites attendez un petit peu? Non, mais alors là, vous vous adressez au commissaire qui est également en charge du tourisme. Bah oui. C'est aussi quelque chose qui est très important, d'abord très important pour notre économie. Hein. Je rappelle que c'est le principal secteur économique européen. Très important pour nous tous, il faut bien le dire, hein, parce qu'on aspire tous à ce retour à la vie normale, et en tout cas à pouvoir avoir des vacances, sans doute, encore une fois, comme l'année dernière en Europe. Hein. Je crois qu'il faut se dire ça. Je crois sincèrement qu'on peut commencer à se projeter. Voilà, je vous le dis avec évidemment beaucoup de prudence, mais je vous le dis aussi parce que je suis en charge, comme vous le savez, de veiller à ce que maintenant l'ensemble des doses de vaccins arrivent telles qu'on vient de le dire, c'est-à-dire, je rappelle, on avait prévu 360 millions de doses au deuxième trimestre. On vient d'avoir une commande supplémentaire, ce qui est tout à fait extraordinaire, de 50 millions supplémentaires de Pfizer-BioNTech dès le deuxième trimestre. Donc on va être à 410 millions. Donc on va avoir vraiment un nombre très important de doses qui vont arriver. Il va falloir évidemment que chacune et chacun se fasse vacciner. Donc moi j'incite tout le monde à le faire. Bien entendu que chacun des États membres, parce que nous on fournit les doses, s'organise. C'est pas une mince affaire hein, quand même hein, d'avoir. On va en reparler de tout ça. On en reparlera. Donc en gros vous dites aux Français prenez vos billets, mais vous restez dans l'UE. Oui, moi ce que je conseille, si je peux me permettre, c'est que dès que vous êtes appelé, allez vous faire vacciner. Et ce sera certainement un moyen qui sera utile pour démontrer, prouver que d'abord vous êtes immunisé, mais que vous n'êtes pas non plus un risque pour les autres. Ce sera important pour ouvrir précisément le continent européen progressivement et pouvoir aller en vacances. Est-ce que ce pass européen, il peut avoir une valeur hors Union européenne? Est-ce qu'il y a des arrangements qui sont prévus? Alors, on est en train de discuter avec l'OMS. C'est très important puisque nous sommes aujourd'hui le premier continent à travailler là-dessus. On va être, je crois, le plus avancé, le premier à pouvoir le mettre en œuvre. Donc c'est vrai que nous avons des discussions avec l'Organisation mondiale de la santé, qui de son côté réfléchit. Alors comme on va avoir quand même une expérience qui va concerner 446 millions de nos concitoyens européens, donc ça va être une vraie expérience de grandeur nature. Donc il n'est pas du tout impossible qu'on fasse jurisprudence. Thierry Breton, vous l'avez rappelé, le tourisme dépend de votre portefeuille. Juste, est-ce que vous avez une dernière estimation? Parce que vous avez donné des chiffres, mais c'était maintenant il y a plusieurs mois. Est-ce que vous avez une nouvelle estimation du coût pour l'industrie du tourisme au niveau européen? C'est trop tôt, mais un ordre de grandeur? Non, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce qu'encore une fois, on est en train de discuter tout ça avec les États membres et notamment dans le soutien qu'on est en train de leur apporter à travers le plan de relance et le plan des 750 milliards dont une grande partie va être consacrée au tourisme. C'est trop tôt. Ce que je veux dire, c'est que on sera très présent, on est très présent notamment sur les principaux pays qui sont les plus impactés. Je le rappelle, c'est évidemment la France bien entendu, mais aussi l'Espagne, mais aussi le Portugal, mais aussi la Grèce, mais aussi la Croatie, mais aussi la Bulgarie. Donc ce sont des pays qui sont très impactés, l'Autriche également. Donc on est très en discussion avec eux pour voir comment on peut augmenter l'enveloppe et les soutenir. Alors la vaccination, elle est ouverte en France désormais au personnel prioritaire de plus de 55 ans. Vaccination avec AstraZeneca. Il y a des centres de vaccination qui sont ouverts un peu partout sur le territoire, sauf que parfois, les doses ne trouvent pas preneur. Je vous montre une séquence très courte, ça dure 15 secondes. On est à Nice hier matin.
Alors pour le moment, peu de rendez-vous ont été pris ce week-end. Les 4000 doses d'AstraZeneca ont du mal à trouver preneur. Une nouvelle fois, regardez ces images d'Emma Arnaud. La salle de repos de ce palais des expositions, son un peu creux, elle est quasiment vide. Il faut savoir quand même que la ville de Nice vaccinait déjà ses professionnels prioritaires au Pfizer. Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous voyez ce centre qui est censé être un centre géant de vaccination où il n'y a personne? Oui, il y a eu effectivement des discussions. Il faut vraiment les relativiser, les prendre pour ce qu'elles sont. D'abord, il est parfaitement légitime qu'on s'interroge. Hein. Le vaccin, c'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, et je tiens à le redire ici, avec beaucoup de force, vraiment, c'est mon sentiment très fort, la meilleure autorité de santé, l'EMA, l'autorité de santé européenne, au monde. Elle est totalement indépendante. Elle fait un travail absolument exceptionnel. Donc je crois qu'il faut vraiment suivre ses recommandations. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a eu, comme toujours, dans certains pays du reste, parce qu'on voit des réactions différentes. Hein. Il y a d'autres pays pour lesquels il n'y a pas ces préhensions, il y en a d'autres pour lesquels elles sont un peu plus aiguisées. On est un continent, donc chacun a une réaction différente. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque l'on regarde effectivement les données, les bénéfices du vaccin AstraZeneca et d'une façon générale des vaccins adénovirus l'emportent, mais de façon massive par rapport à l'inconvénient d'attraper la maladie. Troisième point, moi je leur dis à nos téléspectateurs aujourd'hui, vraiment, pour réouvrir au maximum nos frontières, nos bars, nos restaurants, nos salles de spectacle, allons nous faire vacciner. Et vraiment, si jamais l'autorité de santé, ce qui est le cas, encore une fois, je le rappelle, pour l'AstraZeneca, donne son feu vert, alors on peut ensuite, éventuellement, puisqu'on a la chance en Europe d'avoir maintenant 4 vaccins différents et bientôt 5, on peut, en fonction de ce que nous sommes, de notre âge, notre genre, aussi de notre historique médical, on peut à ce moment-là se faire conseiller tel ou tel autre vaccin. À partir du moment où vous entrez dans la catégorie, moi j'encourage tout le monde à y aller. Ce sera aussi, par rapport à la question tout à l'heure sur le pass sanitaire, on l'a bien compris, ce sera un élément important pour réouvrir les frontières. Thierry Breton, on entend vos explications, mais on ne va pas se mentir, il y a un sujet sur l'AstraZeneca. On l'a vu avec ces images à Nice, il y a un problème d'écoulement des stocks de ce vaccin. On voit qu'il y a encore des nouveaux cas de thrombose qui ont été déclarés. Le Danemark a annoncé ces derniers jours qu'il interrompait définitivement sa vaccination avec l'AstraZeneca. La question est toute simple, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement s'arrêter? Moi, encore une fois, je ne suis pas un épidémiologiste. Mais j'écoute. Les Français n'en veulent pas. Non, c'est pas vrai. Je crois que c'est plus nuancé. Prenons un exemple. Vous parlez du Danemark. Je me suis entretenu de la question avec la Première ministre, Mette Frederiksen. En fait, la raison. Alors bien sûr, après ça, chacun voit midi à sa porte, si je puis dire. La raison pour laquelle le Danemark a arrêté, c'est tout simplement parce que le Danemark a développé une politique très très rapide de vaccination. C'est un petit pays, c'est 5 millions d'habitants, donc c'est pas un pays, c'est un pays important, mais enfin c'est pas en taille évidemment, en démographie, c'est pas la France, c'est pas l'Île-de-France non plus, c'est la région PACA, si vous voulez prendre un peu l'équivalent. Donc le Danemark a très très avancé sa politique de vaccination. Dans les portefeuilles qu'ils avaient choisis, ils avaient plus de vaccins à ARN messager type Pfizer que de vaccins adénovirus AstraZeneca. Ils ont pris cette décision. Donc voilà, je crois vraiment que là-dessus, il faut, j'entends, mais il y a eu effectivement, c'est un médicament, il y a eu quelques cas de thrombose par million d'injections. Il faut vraiment prendre ça pour ce que c'est et pas plus. Oui, mais Thierry Breton, je voudrais quand même qu'on écoute Agnès Pannier-Runacher, qui est la Madame Vaccin pour la France, en l'occurrence, et ministre de l'Industrie. On va l'écouter, elle était l'invitée de BFM TV il y a quelques jours. Je crois savoir ce qu'elle va dire. Oui, et bien on aimerait bien connaître votre réponse. On va l'écouter, c'est intéressant. La décision n'est pas tranchée aujourd'hui, mais je peux vous dire que nous n'avons pas amorcé de discussion avec AstraZeneca et avec Johnson & Johnson pour un nouveau contrat, là où nous avons d'ores et déjà amorcé des discussions pour des contrats avec BioNTech, Pfizer et avec Moderna. Donc je savais ce qu'elle allait dire. Oui, mais alors, donc, on voit bien, excusez-moi, mais c'est quand même, ça nous interpelle, parce on signe avec Pfizer, on négocie avec les autres, mais on ne le fait pas avec AstraZeneca. C'est pour ça que le sentiment que vous n'y croyez plus. Oui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et d'abord, je voudrais souligner... Elle s'est trompée, Non, d'abord, je voudrais souligner le travail exceptionnel que fait Agnès Pannier-Runacher dans ses fonctions. Exceptionnel. Et on a beaucoup de chance en France de la voir sur ces dossiers. Deuxièmement, elle ne fait que d'appliquer les contrats. Notre contrat avec AstraZeneca se termine au 30 juin.
C'est tout. Donc elle ne dit que ça. Si, mais elle dit on ne renégocie pas. Non, mais Je veux dire, on est en avril, on est mi-avril. Le contrat s'arrête le 30 juin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'abord... Et celui de Pfizer, il s'arrête quand? Ah non, mais celui de Pfizer, il s'arrête à la fin de l'année. À la fin de l'année. Et puis surtout... vous voyez bien la contradiction. Non, vous nous dites Pfizer, fin d'année, on commence à renégocier. Et par contre, AstraZeneca, le 30 juin, on ne renégocie plus. Non, mais madame, il y a un bug. je vais vous dire pourquoi. Parce que le vaccin AstraZeneca a été signé le premier, donc c'était en août 2020. Et on avait commandé 120 millions de doses pour le premier trimestre et 180 millions pour le second trimestre. Il se trouve que, au lieu de nous livrer 120 millions de doses au premier trimestre, ils n'en ont livré que 30 millions, ce qui a créé du reste des problèmes que tout le monde a vus. Au deuxième trimestre, ils devaient livrer 180 millions, ils n'en livrent que 70. C'est tout. Ce n'est pas une raison, encore une fois, épidémiologique ou médicale, c'est tout simplement qu'on apprend. On a vu que, par ailleurs, sur le vaccin Pfizer, ils devaient nous livrer 60 millions au premier trimestre. Ils nous en ont livré 68 millions. Ils devaient nous en livrer 190 millions au deuxième trimestre. Et ils vont en livrer 240. Donc ils jouent le jeu, AstraZeneca ne joue pas le jeu, c'est tout. Nous, on est à la fois pragmatique et par ailleurs, moi, si vous voulez, en tant que responsable des vaccins en Europe, ma priorité, elle est simple. C'est effectivement que ceux avec lesquels nous contractualisons livrent exactement en temps et heure, voire plus. Voilà, donc c'est tout. Thierry Breton, pour que les choses soient très très claires, s'il vous plaît. Je crois qu'elles sont claires. Est-ce que, mais on va essayer de les clarifier encore plus. Est-ce que c'est un coup de pression mis sur ce laboratoire en disant si vous voulez contractualiser à nouveau avec nous, il faudra vous engager à livrer, ou est-ce que c'est un enseignement définitif que vous avez pris et vous ne discuterez plus avec AstraZeneca? D'abord, non, rien n'est définitif et on continuera à discuter. Deux, par contre, et merci de me donner l'occasion de le dire, moi j'ai été nommé à ce poste le 5 février. Et depuis le 5 février, je me suis doté d'un certain nombre d'outils. Le premier de ces outils, c'est de vérifier, d'avoir les moyens juridiques que je puisse maintenant vérifier ce qui sort effectivement de l'Union européenne. C'est le moyen, je l'ai. Et donc je peux effectivement, j'ai un moyen de discussion, allez, on va le dire, de négociation également, avec les entreprises pour bien voir ce qui se passe sur notre territoire. Je rappelle quand même que l'Europe est le premier continent en matière de fabrication vaccinale. C'est exceptionnel ce qu'on a fait en Europe. Exceptionnel avec nos 53 usines qui fournissent désormais pour 60% de la production tout ce dont on a besoin pour l'Europe et notamment pour atteindre les fameux 70% de la population adulte vaccinée à la mi-juillet. Et par rapport à ce qu'on disait sur les vacances, on voit ô combien c'est important. Mais aussi pour pouvoir fournir pour les 40% qui restent de la production, pour tous ceux qui nous entourent, parce que c'est nous qui fournissons pour la Grande-Bretagne. On a souvent montré la Grande-Bretagne. C'est l'Europe qui fournit les vaccins pour la Grande-Bretagne. Par parenthèse, on voit qu'on a eu intérêt de le faire parce que si on ne le fait pas, c'est les variants qui se développent et qui nous reviennent dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, par rapport à votre question, ce que j'ai fait désormais dans les discussions que j'ai avec l'ensemble des grands laboratoires pour m'assurer que l'on puisse avoir une bonne prédictabilité, on va dire, semaine après semaine, des vaccins qui sont livrés, parce que derrière, il faut une organisation massive, j'allais presque dire, pardon, militaire, pour pouvoir vacciner 500, 600 000 personnes par jour. Si je prends le cas de la France, par exemple, c'est absolument gigantesque, il faut donc avoir cette prévision. Donc c'est vrai que j'ai demandé à l'ensemble de ceux avec qui nous avons contractualisé, eh bien d'avoir un échéancier hebdomadaire, et puis les choses sont très simples. Ou bien c'est tenu, il n'y a pas de problème, on avance, ou bien c'est pas tenu, et effectivement, on retient les doses qui vont être exportées jusqu'à ce qu'ils reviennent dans le calendrier qui est notre calendrier pour nos concitoyens. Je voudrais qu'on parle des brevets, Olivier. Oui, tout à fait, ça n'a pas dû vous échapper. Il y a eu une lettre qui a été rédigée par plusieurs anciens lauréats du prix Nobel, soutenus aussi par des anciens chefs de gouvernement, notamment François Hollande, qui demandent la levée des brevets, levée temporaire, je précise, sur les vaccins. Est-ce que c'est une proposition que vous appuyez? Alors, je comprends parfaitement cette demande et je trouve qu'elle est, elle est légitime. Et surtout quand on a affaire à une pandémie, c'est-à-dire vraiment à une situation qui concerne la planète. Il n'en demeure pas moins, et je voudrais avoir 2 minutes pour répondre à cette question qui est très importante. La première, c'est que je voudrais que nos téléspectateurs soient conscients de quelque chose qui n'est pas assez dit. En fait, c'est l'Europe qui a découvert ces vaccins, principalement. C'est un succès scientifique de l'Europe. Si je les prends,
Pfizer, en fait, c'était BioNTech. BioNTech, c'est une biotech européenne, allemande. CureVac, la même chose. Johnson & Johnson, c'est Janssen, c'est néerlandais. Oxford, c'était encore en Europe, c'était évidemment ces 4 vaccins sur 5, ces 4 vaccins qui fondent aujourd'hui la politique vaccinale de la planète. Ils ont été découverts et financés, découverts en Europe, par des équipes européennes et financés par des fonds européens, on appelle ça les fonds Horizon 2020. Ce qui est formidable, et je tiens à le dire aussi, c'est que les Américains ont un instrument qui s'appelle la BARDA, que Mme Chevrillon connaît bien. La BARDA, c'est un instrument qui a été mis en œuvre en 2006 et qui finance très massivement des recherches en cas d'épidémie, en cas de risque bactériologique, par exemple de guerre bactériologique, etc. Donc ils ont utilisé ces fonds pour aller venir en appui sur les découvertes scientifiques européennes, et c'est ensemble. C'est donc, je dirais, un combat Europe-États-Unis. Nous avons fourni la science, les États-Unis fournissent quelques moyens supplémentaires, et c'est ensemble qu'on a bâti précisément cette infrastructure scientifique puis industrielle qui permet aujourd'hui de nous vacciner. Alors maintenant, sur les brevets, bien sûr, ces biotech, elles ont investi et donc ces brevets leur appartiennent. Il n'en demeure pas moins, et donc que la question mérite d'être posée. Aujourd'hui, quelle est la priorité? Et pardon de le ramener à mon rôle, parce qu'au fond, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les vaccins arrivent maintenant, en temps et heure. Je l'ai rappelé quand même, 410 millions au deuxième trimestre, 470 millions à la mi-juillet, donc de quoi vraiment vacciner plus de 70% de la population adulte. Bon, encore faut-il qu'ils arrivent et que nos usines les produisent. Les usines les produisent parce que faire un vaccin, c'est entre 70 et 100 jours. Donc ça veut dire que les vaccins qui vont arriver maintenant, ils sont déjà produits, ils sont maintenant en situation d'enflaconnage, et donc ils vont pouvoir être livrés. C'est pour ça qu'on a cette meilleure visibilité. Et donc je ne veux pas, je pense que ce serait un risque majeur aujourd'hui, de déstabiliser cette chaîne. Si jamais, effectivement, on donne un brevet, ça peut être le cas, par exemple, dans des pays qui n'ont pas encore ces usines. Pour faire une usine de vaccin, il faut entre 4 et 5 ans. Pour transformer une usine existante dans un vaccin, comme les vaccins tout à fait nouveaux, comme l'ARN messager ou l'adénovirus, il faut entre 15 mois et 24 mois. Dans le cas européen, parce qu'on a mis une pression extraordinaire, on a réussi à le faire en moins de 10 mois. Mon point, c'est que si on donne les brevets aujourd'hui, on n'aura pas les vaccins avant 24 mois. Et le combat, c'est maintenant qu'il faut le mener. Ouais. Vous parliez de la réussite européenne en disant que c'est la découverte européenne, mais il y a aussi le vaccin chinois, il y a le vaccin russe, le fameux Sputnik V. Est-ce que, d'abord, eux, ils ont réussi, et puis deux, quand est-ce qu'ils vont arriver en France? Quand est-ce qu'on pourra les utiliser? Vous avez un bras de fer, vous le savez, avec Renaud Muselier là-dessus, le président de la région PACA. Pourquoi vous ne voulez pas que le Sputnik arrive en France? Non, alors moi d'abord, je me suis déjà exprimé, je vais le redire avec beaucoup de simplicité, j'ai les bras de fer avec personne. Je suis pragmatique, mon rôle c'est de faire en sorte que les vaccins qui fonctionnent arrivent en temps et heure. Et pas que des promesses... Mais ils fonctionnent, les vaccins chinois et les vaccins russes. Alors attendez, il y a deux choses. Il y a fonctionné dans les pays, et puis il y a fonctionné pour nous, avec nos critères de santé, et ça nous ramène à la question précédente sur AstraZeneca. Donc si on a une agence de santé, c'est pas pour rien, Madame Chevrillon. Ça veut donc dire que si on a cette agence, on accueille tout le monde. Encore faut-il qu'on nous fasse la demande. Il se trouve que... Alors, on va prendre les cas un par un. Sur les vaccins chinois, on n'a pas eu de demande. Non, mais Sputnik, oui. Alors, on n'a pas eu de demande. Si on en a, on va les étudier. Je tiens à le dire quand même à nos téléspectateurs. Il y a absolument, de ma part, mais aussi de la part de l'Europe, il n'y a aucune acrimonie. Quiconque veut venir en Europe, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut plusieurs mois pour fournir les données qui vont permettre d'avoir le tampon de garantie qu'il n'y a pas de risque pour la santé. Mais c'est que dans un sens, on ne peut pas solliciter, nous? Attendez, non, ça c'est que dans un sens. Alors mais maintenant, pourquoi, pardon, excusez-moi, je ne comprends pas, parce que je suis pas au courant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que vous avez... Alors, si nous, on va dire effectivement, tiens, on voudrait ce vaccin, on va donc dire à ce vaccin, allez-y. Mais aujourd'hui, on a 5 vaccins. On va en avoir 6. On est le continent qui a le plus de vaccins au monde qui fonctionnent. Et je le dis, pour faire les usines, il a fallu travailler en amont 10 à 12 mois. Donc, prenons maintenant le cas, par exemple, de Sputnik. Je le dis vraiment avec beaucoup de simplicité. Non seulement j'ai rien contre ce vaccin, mais j'ai beaucoup de respect pour les scientifiques russes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, alors je le redis encore ce matin, parce que c'est vrai. Et l'institut qui l'a mis sur pied est un institut de renommée mondiale. La question n'est pas là. La question, c'est que, il faut qu'il fasse la demande. Elle a été faite il y a quelques jours. Ça va prendre plusieurs semaines, je pense quelques mois. Bon, très bien.
Et j'ai aucune raison de douter qu'à la fin, il n'y ait pas cette autorisation. On verra bien. En tout cas, moi, je n'ai pas de raison, à mon niveau, là où je suis, d'en douter, connaissant la qualité des scientifiques russes. Deuxièmement, sur le Sputnik, deuxièmement, ça a été des délais beaucoup plus courts pour les précédents. Non, c'est pas vrai. C'est complètement faux. CureVac, ils n'ont toujours pas. C'est complètement faux. C'est quelques mois. Non, c'est complètement faux. C'est vraiment. Il faut effectivement. Ça se compte en mois et pas en termes de semaines. Donc il n'y a pas là non plus d'ostracisme. Deuxièmement, et je le dis vraiment avec beaucoup de simplicité. Puis vous savez, si plus il y en a, mieux c'est. Hein. Je veux dire, il y a pas. On n'est quand même pas. Voilà, on n'est pas naïf. Deuxièmement, à partir du moment où c'est autorisé, et je le redis, il faut en gros une dizaine de mois minimum pour refaire une usine. Donc si vous signez aujourd'hui une précommande, eh bien, vous n'en aurez pas le bénéfice avant, je disais, la fin de l'année prochaine. Et le gros, on le voit bien, notre combat c'est quoi ? C'est savoir si au 15 juillet, on sera à 70%, et à la fin juillet, comme à la fin du mois de septembre, comme l'a dit le président de la République, et il a raison de le dire, et je suis sûr qu'on y arrivera, on est 100% de la population adulte vaccinée. Donc je dirais, on sera dans un autre monde. J'ajoute enfin qu'il faudra à ce moment-là travailler sur les variants, et que les vaccins qui sont approuvés aujourd'hui seront peut-être pas ceux dont on aura besoin au mois d'octobre, un booster, comme on dit, un accélérateur, parce qu'il faudra. Donc c'est tout, je ne dis que ça. Je ne dis que ça. Et je ne porte aucun jugement sur la qualité. Alors peut-être un peu sur le vaccin chinois qui, lui, a l'air d'avoir moins d'efficacité. Si on en croit précisément ce qui se passe, par exemple, au Chili. Alors, si on vous suit, Renaud Muselier est totalement à côté de la plaque. Il a précommandé 500 000 doses pour sa région. C'est qu'il n'a rien compris. Écoutez, je me suis déjà exprimé sur la question. Il vous a répondu ce matin encore, il était invité sur une radio. Il a dit d'ailleurs que la Commission européenne avait été défaillante. Je me suis déjà exprimé et je le redis avec beaucoup de simplicité et de bienveillance. Si on prend uniquement la région PACA, alors je crois qu'il s'était exprimé avant de connaître cette information. Bon, maintenant qu'elle est là... Alors lui, il dit, moi je suis médecin je vais dire, et je suis sur le terrain. Non mais j'ai entendu, je sais mais c'est un ami, je sais qu'il est urgentiste. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a sans doute fait cette proposition avant que de connaître, c'était normal, et il n'avait pas l'information, que nous avons réussi à obtenir 50 millions de doses de plus pour le deuxième trimestre. Je crois qu'il voulait précommander. Alors j'espère qu'il n'a pas mis d'argent parce que c'était pas la peine, puisque 50 millions de doses, ça fait 7,5 millions de doses pour la France, ça fait plus de 500 000 doses rien que pour la région PACA. C'était précisément les doses qu'il voulait. Alors on vient de voir le calcul, il les aurait eu à la fin de l'année. Bah là, il les aura directement au mois d'avril, et profitons mais pas de polémique. Profitons de évidemment votre poste actuel, de votre expérience ancien ministre de l'économie ici en France. L'exécutif maintient un calendrier de réouverture progressif à partir de la mi-mai. On parle des commerces qui sont fermés, on parle des lieux de culture éventuellement. Les professionnels touchés, vous le savez, eux, ils veulent ouvrir plus vite. Ils sont exsangues. Est-ce qu'économiquement, on peut attendre ? Non mais c'est là encore, c'est la raison pour laquelle je me permets de revenir à ça, mais je pousse tellement la vaccination aujourd'hui. Parce que précisément, on sait que ce sera le moyen, je dirais, de briser l'évolution de la pandémie, le moyen de retourner à une vie normale. Et alors bien sûr, d'abord il y a les vies humaines, hein, c'est la priorité absolue. Deuxièmement, il y a aussi, parce que c'est un sujet majeur, c'est l'impact psychologique sur nous tous, et sur nos familles, et sur les jeunes en particulier. Donc c'est pour ça que je le redis, le sujet c'est la vaccination. Et puis maintenant, parlons de le traduire maintenant en termes économiques, mais c'est vrai qu'en termes économiques, chaque jour qui est gagné, c'est de l'argent dépensé en moins. Et comme cet argent, on ne l'a pas et on l'emprunte, c'est donc de l'argent en moins mis à la charge de nos enfants. C'est donc la raison pour laquelle, je le redis, il faut vraiment maintenant aller se faire vacciner le plus vite possible. Je voudrais qu'on parle du plan de relance européen, parce que lorsqu'on regarde la reprise, elle se fait en Chine, elle se fait aux États-Unis, elle va se faire un peu en Europe, mais c'est beaucoup plus lent. Il y a un plan de relance européen qui est sur les rails. Enfin, sur les rails, il y a l'histoire de la Cour de Karlsruhe en Allemagne qui bloque le processus, mais pas que. Il y a des pays qui n'ont pas encore ratifié. Pourquoi est-ce que c'est si lent ? Est-ce qu'il faut aller plus vite, beaucoup plus vite ? Non. D'abord, je voudrais quand même le dire, parce que tout ça s'est passé vraiment très 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 vite.
Madame Chevrillon, on a lancé ce plan, et vous le savez bien, puisque on l'a lancé en avril dernier, notamment avec mon collègue Paolo Gentiloni, qui était le commissaire à l'économie, moi-même. Donc c'était en avril dernier, ça fait donc il y a exactement un an, jour pour jour. En un an. Ben vous voyez ce qui se passe du côté des États-Unis. Oui, Joe mais enfin, Biden, n'est pas encore là. Oui, c'est ouais. beaucoup de déclarations d'intention, là encore, mais il est comme nous. Il est dans une démocratie. Il faut qu'il fasse voter ensuite par le Sénat et par la Chambre. Nous aussi, on est une démocratie. On n'est pas une autocratie. C'est vrai que dans une autocratie, on peut peut-être aller un peu plus vite. Là, on parle d'un an dans lequel on a doté la Commission européenne de cette capacité d'endettement massive, 750 milliards. Deuxièmement, on a mis en place dans chacun des États membres des plans de relance. Troisièmement, on a fait voter par le Parlement. Mais faut-il aller plus vite, Quatrièmement, plus fort? on a fait voter par le Conseil. Et maintenant, parce qu'encore une fois, c'est la démocratie européenne, pour certains pays, il faut finir de le faire voter dans les parlements nationaux. Il en reste encore 7. J'ai bon espoir que ceci soit fait, et je suis même certain, avant la fin de l'été. C'est vrai que la Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, a dit qu'elle voulait réfléchir, se donner encore quelques semaines pour bien voir si la décision qui a été prise par le Bundestag est bien conforme à la Constitution. D'après toutes nos informations, oui, elle l'est. Voilà, donc on sera prêt à l'été. La dette française, justement. Oui, Olivier. vous avez été ministre de l'économie, c'est un sujet à l'époque que vous aviez déjà beaucoup évoqué en disant qu'il fallait la maîtriser, cette fameuse dette. Je continue à le dire. Et oui, sauf que là, elle explose, elle pourrait atteindre 125% à la fin de l'année. Ça sera un sujet qui sera au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Certains proposent, parmi les candidats, carrément de la supprimer. Est-ce que c'est une hérésie ? C'est pareil, c'est comme tout. Là encore, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Une dette de cette nature, elle ne sera pas supprimée. Voilà, il faut le dire et le dire de façon très claire. Alors en revanche, qu'elle soit traitée de façon peut-être différenciée, oui, bien sûr. On a une dette qui est vraiment liée à ce moment spécifique de notre histoire contemporaine, de notre siècle, et du siècle. Là. Quand je parle du siècle, je commence à 1900. Donc c'est une situation totalement inédite. Donc c'est un peu comme une dette de guerre, on va dire. Voilà. Donc ça arrive heureusement, fort heureusement, une fois par siècle, j'espère, pas plus. Et donc il faut la traiter comme telle. Alors, il y avait évidemment tout ce qui était auparavant. Ça, il faudra le traiter. Et puis, il y a cette dette-là. Et cette dette-là, comme on le sait, on va émettre des obligations pour la financer. Je parle en particulier de l'Union européenne, qui en prend quand même une bonne partie sur notre dos, si je puis dire. Pardon de cette expression, mais enfin, c'est la réalité. Et donc, on va émettre des obligations jusqu'à 30 ans. Donc, pourquoi ? Parce qu'effectivement, d'abord, on a des taux d'intérêt qui sont faibles. Et puis, deuxièmement, parce qu'il y a cette spécificité. Donc, il faudra évidemment la rembourser. Pas d'ardoise magique, quoi. Il n'y a pas d'ardoise magique. Il faudra aussi se donner des ressources propres. Pas non plus d'augmentation d'impôts. Je crois que là, le ministre Bruno Le Maire a parfaitement raison de le rappeler. Pas d'augmentation d'impôts. On ne va pas casser la reprise. Mais un lissage sur un temps long. Parce qu'au fond, et je voudrais finir là-dessus, c'est vrai qu'on a une responsabilité, d'abord, vis-à-vis de nos concitoyens, et moi en particulier pour les fameux vaccins, mais deuxièmement vis-à-vis de nos enfants. Il faut maintenir évidemment l'outil, il faut maintenir les savoirs, il faut maintenir l'école, il faut maintenir l'université, il faut maintenir les compétences. Et c'est parce qu'on investit massivement aujourd'hui qu'on peut le faire. Donc c'est un investissement effectivement qu'on fait pour l'avenir, mais la contrepartie, c'est qu'il faudra le lisser sur du très long terme. Ou alors aller chercher l'argent ailleurs, et Joe Biden se propose de le faire d'ailleurs. Oui, il y a tout un débat, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est une vraie rupture dans l'histoire de la fiscalité. On voit que Joe Biden, le nouveau président américain, qui a proposé un taux de fiscalité minimum pour toutes les sociétés, donc y compris les GAFAM, 21%. Mais surtout, on voit que le mouvement de baisse des impôts, qui était un peu la locomotive économique jusqu'à présent, mais maintenant, elle s'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique d'augmenter les impôts des entreprises au niveau mondial. Est-ce que vous êtes favorable ? C'est une manière justement de brider les GAFAM, et on sait que la France et l'Europe étaient quand même très en pointe sur ce sujet. Alors il y a deux aspects dans votre question, si vous permettez. D'abord, il y a la fiscalité et il y a les entreprises du numérique. Voilà, mais c'est assez lié finalement. Alors, je vais peut-être les différencier, si vous permettez. D'abord, il y a effectivement sur les entreprises, moi je trouve que c'est une proposition très intéressante qui a été mise sur la table. On la pousse, on est pour effectivement avoir une harmonisation fiscale, et nous en particulier en Europe, et moi en tant qu'ancien ministre des Finances. Je crois vraiment que c'est ce qu'il faut faire, et je dis vraiment,
stop précisément à ces disparités fiscales qui ont créé, je dirais, des situations qui sont pas normales. Et en tant que responsable du marché intérieur, j'ai vu les problèmes que ça posait. Donc je trouve que c'est une bonne chose, non seulement au niveau européen, mais au niveau mondial. Le taux de 21%, très bien, on est du reste, donc on ne va pas être choqués, nous, en ce qui nous concerne. Et je trouve que c'est une bonne proposition. Il faut maintenant l'étudier, évidemment, dans un cadre qui soit un cadre européen, multilatéral, bien entendu le G20, et puis bien entendu le CDE, puisque c'est aussi là où on discute, et c'est le deuxième aspect des choses, la fameuse taxe dite GAFA. Alors là, c'est un sujet sur lequel nous, on est très en soutien avec l'initiative qui a été prise notamment par la France. C'est une bonne proposition. Je le rappelle, elle a été négociée avec notamment tous les membres de l'OCDE, y compris l'ancienne administration Trump, qui est sortie ensuite des négociations pour des raisons et qui revient. Oui. Donc je trouve que si vous voulez, si on revient par cela et qu'on adopte cette taxe pour tout le monde, ce sera une bonne solution. Ce sera peut-être une solution élégante pour faire en sorte que nos amis américains reviennent à la table de négociation et qu'on sorte par le haut de cette situation et que tout le monde, y compris les GAFA, ne puisse plus faire, je dirais, des choix fiscaux, et quelque part, on parle de dumping fiscal, c'est vrai qu'on l'a vu, et qui payent leur juste part d'impôt. Juste d'un mot rapidement, parce que ça concerne beaucoup des gens qui nous regardent. Ils paient avec ça. On parlait des GAFA. Apple Pay et Google Pay sont aujourd'hui leaders, enfin ils sont hégémoniques sur le marché. C'est un peu compliqué, mais en gros, ils disposent des données des gens qui paient avec leur téléphone portable. Vous, moi, tout le monde. Les consommateurs sont protégés par le secret bancaire, vous le savez, sauf que les GAFA, elles sont soumises à la loi américaine. Les agences américaines peuvent récupérer toutes les données si elles le veulent. Je sais que l'Europe travaille à une protection. Alors, est-ce qu'il y aura une solution européenne rapidement ? Alors, deux choses. D'abord, je rappelle à tout le monde, et y compris aux entreprises qui utilisent les données. Les données des Européens sont protégées par la réglementation des données personnelles, qui s'applique évidemment à 100% sur ces données. Donc, ce que vous venez de décrire, ils ne peuvent pas le faire. Deuxièmement, et s'ils le font, ils sont en infraction. Donc, deuxièmement, est-ce que l'Europe va avoir ses propres moyens de paiement ? La réponse, c'est oui. L'Europe y travaille. Il y a de très grandes entreprises européennes qui sont dans ce domaine, des leaders européens, dont certaines que je connais bien et que je ne citerai pas parce que je les connais tellement bien que j'étais auparavant l'un de ceux qui a contribué à les faire émerger. Donc nous avons des grands leaders en Europe. Ils travaillent ensemble et donc j'ai parfaitement confiance qu'on y arrive. Et puis j'ajoute enfin que Benoît Cœuré, qui était l'ancien représentant de la France à la BCE, travaille sur une mission sur ces aspects des choses. Et donc, on va effectivement proposer des solutions. Pour quel horizon ? Je ne sais pas vous dire, mais 2024 dans la presse. Oui, mais j'espère que ce sera avant. Je voudrais que nous parlions de la situation aux portes de l'Europe, avec la tension extrême et la peur d'une reprise de la guerre en Ukraine. Oui. Évidemment, il faut l'éviter à tout prix, mais est-ce que l'Europe a le poids suffisant ? Écoutez, pour faire flancher Vladimir Poutine ? Non, mais c'est une situation qui est très, très critique. Le président ukrainien était du reste à Paris avant-hier, je crois. On est effectivement extrêmement attentif à ce qui se passe. On s'est exprimé clairement. Bon, il y a eu des relations qui étaient des relations qui ont été tendues. Hein. C'est exact entre l'Union européenne et la Russie. La Russie est évidemment un grand pays et dans bien des aspects un partenaire commercial important de l'Union européenne. Je vais pas revenir sur l'épisode du haut représentant Josep Borrell à Moscou. Ce que je peux vous dire, c'est que je me suis entretenu de cet aspect des choses avec Josep Borrell pas plus tard qu'hier. Il m'a dit qu'il sentait qu'il y avait une volonté des autorités russes de revenir vers nous et vers lui. Donc j'espère que ça va aller dans le bon sens. Monsieur Breton, il y a une image qui a beaucoup marqué l'opinion il y a quelques jours. C'était cette fameuse rencontre à Ankara entre Recep Tayyip Erdogan et puis la présidente Ursula von der Leyen. Et Charles Michel. Et Charles Michel, cette fameuse affaire du Sofagate, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Qu'est-ce que ces images vous ont inspiré ? Qu'est-ce que ça dit aussi aujourd'hui de la diplomatie On est dans la... Est-ce qu'on en a tiré les leçons au niveau européen ? On est dans la société de l'image. Un de vos concurrents, vous travaillez au Parisien, mais un de vos concurrents avait fait son
son slogan, le poids des mots et le choc des photos. Oui. On voit le choc des photos, évidemment, Ouais. et cette image a fait le tour du monde, et elle marquera, c'est incontestable, parce qu'elle dit beaucoup de choses, au fond. Oui, et puis parce qu'il y a- Et la Derrière, première il y a- personne bien choquée, sûr, ça a été bien Ursula sûr. von der Leyen. Ou non, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un mauvais moment. Ce qui est clair, c'est que derrière, on se rend compte aussi, c'est souvent raillé, mais que le protocole et les protocoles, ça a du sens. Ça a du sens en diplomatie. Là, il y a eu visiblement un problème au niveau du protocole. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a parlé entre nous, ça ne se reproduira plus. Un ou deux mots de la politique en France. Le maintien des régionales, 20-27 juin, votre réaction? Non, mais là, moi, je ne veux pas intervenir au niveau de la politique électorale de chacun des États membres. Non, mais vous êtes français. Mais je me réjouis de pouvoir aller voter avant l'été. Il y a aussi une question sanitaire. Il y a l'élection présidentielle dans un an. Est-ce que les régionales, il n'y aura pas vraiment de campagne, on ne va pas se mentir. Est-ce que pour l'horizon de la campagne présidentielle, vous pensez qu'il pourrait y avoir des meetings, des réunions publiques? Écoutez, moi, à mon niveau, j'ai qu'un objectif. Travailler nuit et jour avec mon équipe pour faire en sorte que l'on puisse livrer à l'ensemble des États membres, y compris à la France, de quoi vacciner double dose, au moins 70% de la population adulte au 15 juillet. Et si on y arrive, et je ferai tout pour y arriver, je pense que ça va nous éclaircir l'horizon. Pardonnez-moi, vous savez, j'aime bien les chiffres, forcément, dès qu'on parle d'un peu d'économie. Tout à l'heure, sur le tourisme, vous disiez que vous n'avez pas difficile d'avoir une estimation, mais est-ce que quand même, au niveau européen, le coût de cette crise, on a eu le coût de la crise en France, le coût de ces crises au niveau européen, elle est de combien? C'est très difficile, vous savez, moi je vais vous dire, et vous le savez, parce que non seulement vous êtes une femme de chiffres, Madame Chevrillon, mais vous avez aussi la mémoire des chiffres. Et vous savez que lorsque, c'était en avril, Paolo Gentiloni et moi-même, encore une fois le commissaire à l'économie, on s'était dit qu'il fallait qu'on écrive une tribune pour dire il faudrait maintenant qu'il est peut-être temps venu que l'Europe s'endette. On avait estimé à 1500, 1600 milliards le coût. Voilà, donc j'ai pas varié. Pas varié, d'accord. Un tout dernier mot, s'il vous plaît. Ils ne sont plus européens, mais avez-vous regardé les obsèques du prince Philippe hier? Shame on me, non. Non. Ah, pourtant. Shame on me, voilà. Merci beaucoup, merci Thierry Breton d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Edwige, Olivier, merci pour votre Merci présence. beaucoup.